Bonjour et bienvenue pour cette exploration ciblée du thème 3 du programme CGMG, l'organisation de l'activité d'entreprise. Notre mission aujourd'hui, c'est de proposer une synthèse, on espère vivante et structurée, des 4 chapitres essentiels de ce thème. C'est une aide pensée spécifiquement pour les étudiants de formation en ligne, histoire de solidifier les connaissances et d'aborder la suite avec confiance. On va donc s'appuyer sur les contenus déjà explorés, en commençant par les facteurs économiques qui sculptent la production, puis le choix vraiment déterminant de la structure juridique, ensuite les styles de management et leur impact, et pour finir, les stratégies pour trouver les fonds nécessaires à l'activité. C'est une excellente feuille de route, oui. Ce qu'il faut bien saisir, je pense, c'est que tous ces éléments sont profondément liés. Ils dessinent vraiment le fonctionnement interne de l'entreprise et sa manière de composer avec son environnement. Donc cette discussion, ça devrait permettre de revisiter ces notions clés et de s'assurer qu'elles sont bien ancrées. Parfait. Alors allons-y. Premier chapitre, comment les facteurs économiques dictent-ils les choix de production? La question est centrale, évidemment. Ces facteurs, pour simplifier, ce sont toutes ces conditions économiques qui influencent les décisions et la performance, agissant parfois comme des freins et parfois comme des accélérateurs. En effet, oui. Pour produire, l'entreprise, elle combine des facteurs clés. Le facteur travail, d'abord, c'est la main-d'œuvre, bien sûr, mais c'est surtout ses compétences, ses qualifications, et là, investir dans la formation continue, ça devient un vrai levier de productivité. Ensuite, le facteur capital. Ça englobe les équipements, les machines, les robots. L'automatisation, ça booste l'efficacité, c'est sûr, mais ça demande des investissements de départ conséquents. Il y a aussi les bâtiments, et puis le capital financier pour acquérir tout ça. Et, ne pas oublier, les ressources complémentaires. Les matières premières, on pense aux tensions sur certains métaux rares, par exemple. Les technologies, l'innovation, la digitalisation sont cruciales. Et bien sûr, l'accès au financement. Oui, et tous ces facteurs interagissent avec le contexte économique général, c'est ça? Je pense aux coûts de production, Exactement. matières premières, énergie, les prix qui fluctuent tout le temps, le pétrole c'est l'exemple type, le coût du travail aussi qui varie selon les régions, les pays, et le coût du capital lié au taux d'intérêt. Tout ça, ça forme le prix de revient. C'est un peu le nerf de la guerre pour la compétitivité, non? Ah oui, complètement. C'est le nerf de la guerre. Et l'inflation aussi, elle joue sur 2 tableaux. D'un côté, elle augmente les coûts pour l'entreprise. De l'autre, elle peut faire baisser la demande si le pouvoir d'achat diminue. Alors la question c'est, que fait l'entreprise? Répercuter les prix, renier sur ses marges, optimiser encore et toujours, c'est compliqué. Et les taux d'intérêt, vous en parliez pour le capital? Ah oui, un arbitre majeur, surtout pour l'investissement. Quand les taux sont bas, on l'a vu après certaines crises, les entreprises sont plus partantes pour investir, moderniser, s'étendre. À l'inverse, quand ça se resserre, ça peut mettre un coup de frein au projet. Logique. Et la demande des clients, bien sûr. Ah bah oui, influence directe sur les volumes à produire, et donc, derrière, sur les investissements, les embauches. Regardez le secteur automobile en pleine transition électrique, ça illustre ça parfaitement. C'est vrai. Et enfin, la concurrence. Elle est intensifiée par la mondialisation. C'est une pression constante pour optimiser les coûts, améliorer la qualité, innover. Comme le dit une des sources, l'innovation n'est plus un luxe mais une nécessité. C'est bien résumé, je trouve. Tout à fait. Et face à toutes ces pressions, les entreprises doivent faire des choix, elles doivent trancher, par exemple sur la quantité à produire. Est-ce qu'on fait du flux tendu à la Toyota pour minimiser les stocks, être super réactif, ou est-ce qu'on vise la production de masse pour écraser les coûts unitaires? C'est un vrai choix stratégique, comme la localisation d'ailleurs. C'est un autre casse-tête. Il faut peser le coût de la main-d'œuvre, la proximité des ressources ou des clients, la qualité des infrastructures, la stabilité politique, la fiscalité. On a beaucoup parlé des délocalisations lointaines, en Asie par exemple. Aujourd'hui, on voit aussi une tendance au nearshoring, au rapprochement, pour sécuriser un peu les approvisionnements. Oui, pour être moins dépendant. Exactement. Et les choix technologiques sont tout aussi stratégiques. Jusqu'où on automatise? Comment on intègre l'IA pour optimiser la production, la maintenance? L'usine Tesla de Fremont est souvent citée comme exemple pour son niveau d'automatisation poussé. Hmm. Et puis il y a toute la gestion des risques liés à cet environnement qui est de plus en plus incertain. Comment on fait? On diversifie ses fournisseurs, ses marchés, on utilise des outils financiers comme les contrats à terme, on cherche plus de flexibilité. Parfois même, on intègre certaines activités en amont ou en aval. On le voit dans l'agroalimentaire par exemple, face aux aléas climatiques. D'accord. Et pour rendre ça très concret, l'exemple de la PME de menuiserie est parlant.
Le prix de l'aluminium qui flambe, plus 35%. Sa survie dépend de sa réaction immédiate. Elle doit renégocier avec ses clients, chercher activement d'autres fournisseurs, optimiser ses découpes pour perdre moins de matière et surtout penser à intégrer des clauses de révision de prix dans ses nouveaux devis. Ça montre bien l'impact direct du contexte économique. C'est un excellent exemple, oui. Bon, une fois qu'on a une meilleure idée des facteurs qui influencent la production, la question suivante est vraiment fondamentale. Sous quelle forme juridique l'entreprise a-t-elle opéré? Ce choix de la structure, c'est loin d'être juste une formalité administrative, hein. C'est un acte stratégique majeur. Ça conditionne l'agilité future, la protection personnelle de l'entrepreneur. Il y a un arbitrage clé, souvent, entre la liberté d'action et le niveau de protection qu'on recherche. C'est tout à fait ça. En gros, on distingue deux grandes familles. D'un côté, l'entreprise individuelle, le I, là il n'y a pas de séparation juridique claire entre l'entreprise et l'entrepreneur. Son patrimoine personnel peut être engagé. Même si, attention, il y a des protections maintenant, notamment pour la résidence principale, et le nouveau statut unique de EI protège par défaut le patrimoine personnel non utilisé pour l'activité. D'accord. Ça a évolué? Oui. Et de l'autre côté, on a les sociétés SARL, SAS, SNC, etc. Elles ont leur propre personnalité juridique distincte des associés. Et là, en principe, la responsabilité est limitée aux apports de chacun. C'est une grosse différence. Regardons un peu les formes les plus courantes. L'entreprise individuelle, donc, c'est la simplicité pour démarrer, mais avec une responsabilité qui peut être étendue, même si c'est mieux protégé qu'avant. La micro-entreprise, c'est un régime hyper simplifié de l'EI. C'est idéal pour tester une idée, une petite activité. Il y a des plafonds de chiffre d'affaires à pas dépasser, mais la responsabilité reste celle de l'EI. C'est ça. Ensuite, on passe aux sociétés. La SARL, ou UERL si on est seul, c'est un grand classique pour les PME. L'avantage, c'est la responsabilité limitée aux apports. Par contre, il y a un peu plus de formalisme. Et le gérant majoritaire a le statut de travailleur non salarié, TNS. Et la SAS, ou SASU, si on est seul, elle a beaucoup de succès, celle-là, non? Ah oui, un succès fou, surtout auprès des créateurs d'entreprises innovantes, des startups. Pourquoi? Son atout numéro un, c'est sa grande liberté. On peut rédiger les statuts de manière très souple, organiser le fonctionnement comme on veut. Plus de liberté que la SASRL. Beaucoup plus, oui. La responsabilité est limitée, comme en SARL, mais le dirigeant, le président, a le statut d'assimilé salarié. Il est affilié au régime général de la sécurité sociale. C'est souvent perçu comme plus protecteur, même si les cotisations sont plus élevées que pour un TNS. D'accord, c'est un arbitrage à faire. Exactement. La SAS séduit parce que sa souplesse permet d'anticiper plus facilement l'arrivée d'investisseurs, par exemple, sans devoir tout changer. C'est un peu un pari sur l'avenir. Là où le I privilégie la simplicité immédiate. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier la SASN, même si elle est plus rare. Là, les associés sont responsables sur leurs biens propres, indéfiniment et solidairement. C'est risqué, mais ça peut être choisi pour des projets très spécifiques ou des affaires familiales. D'accord. Alors concrètement, comment on s'y retrouve pour choisir? Quels sont les critères importants? Il y a plusieurs choses à peser dans la balance. Déjà, le nombre de porteurs de projets. Est-ce qu'on se lance seul ou à plusieurs? Ça oriente déjà pas mal. Oui. Ensuite, le niveau de responsabilité qu'on est prêt à accepter. Risque illimité ou protection maximale avec la limitation aux apports. Mais attention, comme vous le disiez, une banque peut toujours demander une caution personnelle, même si on est en société. Ça relativise un peu la protection. C'est un point important. Très important. Le statut social du dirigeant aussi, c'est crucial. TNS, moins de cotisations, mais une protection sociale souvent jugée moins complète. Ou assimilé salarié. Plus cher en cotisation, mais la même couverture maladie et retraite que les salariés classiques. Et la fiscalité? IR ou IS? Voilà, la fiscalité. Impôt sur le revenu IR, où le bénéfice remonte directement dans la déclaration de l'entrepreneur ou des associés. Ou impôt sur les sociétés IS, où c'est l'entreprise qui paye l'impôt sur ses profits. Là, souvent, il faut faire des simulations pour voir ce qui est le plus avantageux selon la situation. D'accord. Et puis, il y a la complexité et le coût de création. C'est bien plus simple et rapide pour une micro-entreprise que pour une SAS, où il faut rédiger des statuts, déposer un capital, faire une annonce légale. Finalement, c'est vraiment la nature du projet, son ambition et le besoin de protéger son patrimoine personnel qui vont guider la décision. Peut-être quelques exemples rapides pour illustrer? Oui, bonne idée.
Un artisan, un freelance qui démarre seul avec peu de risques au début, il pourrait choisir la micro-entreprise pour la simplicité. Logique. Deux associés qui lancent une application mobile super innovante et qui pensent déjà à lever des fonds plus tard, ils iront seulement vers une SaaS pour la souplesse. Très probable, oui. Une affaire de famille, un commerce, repris par trois frères. Ils pourraient hésiter entre une SARL, peut-être une SARL de famille, ou une SNC si la confiance est absolue. C'est ça. Et une consultante seule mais qui veut absolument protéger son patrimoine perso au maximum, elle pouvait opter pour la SASU malgré les cotisations plus élevées. Tout à fait. Ça donne une bonne idée des raisonnements possibles. Bien. Maintenant que l'entreprise a sa structure juridique, on se demande comment elle est pilotée au quotidien. Et ça nous amène au troisième chapitre, les styles de management. En gros, c'est la manière dont un manager, un dirigeant guide son équipe, exerce son autorité, organise le travail. Comprendre ces styles, c'est utile pour sa propre évolution professionnelle, bien sûr, mais aussi pour comprendre ce qui fait qu'une équipe est performante ou pas. Oui. On peut distinguer, on va dire, deux grandes orientations pour simplifier. D'un côté, un management plutôt centré sur la tâche. Là, le focus est mis sur les objectifs, la planification, les rôles bien définis, le suivi des résultats, le respect des procédures. C'est très efficace dans des contextes qui demandent beaucoup de rigueur, d'efficacité opérationnelle. D'accord. Et l'autre orientation? L'autre orientation est plus centrée sur les personnes. La priorité, c'est le bien-être des collaborateurs, l'écoute, la communication ouverte, la confiance, l'autonomie. L'idée sous-jacente, c'est que c'est l'engagement des personnes qui va générer la performance. Et j'imagine que le mieux, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Tout l'art du management, c'est souvent ça. Savoir jongler, trouver le bon équilibre entre ces deux pôles, selon les situations. Alors, à partir de là, on identifie plusieurs styles plus précis. On pourrait peut-être les regrouper un peu? Oui, on peut essayer. Il y a les styles plutôt directifs, comme le style autocratique ou autoritaire. Là, le chef décide seul, la communication est descendante, le contrôle est strict. Ça peut être utile en cas d'urgence pour décider vite, mais sur la durée, ça peut démotiver, freiner les initiatives, non? C'est le risque principal, oui. À l'opposé, on a les styles plus participatifs. Le style démocratique, par exemple. Là, on consulte l'équipe, on essaie de décider ensemble. La communication circule dans les deux sens. Ça favorise l'engagement, l'adhésion. Mais ça peut être plus lent, j'imagine. Ça prend plus de temps. Et puis, il y a le style laisser-faire ou délégatif. Le manager donne beaucoup de liberté, il est plutôt en retrait, en support. Ça marche très bien avec des équipes d'experts, très autonomes et matures. Mais si l'équipe n'est pas prête, ça peut vite devenir le chaos, manquer de coordination. Hmm. Et il y a d'autres styles encore? Oui, on peut en identifier d'autres qui mettent l'accent sur des dynamiques un peu différentes. Le style collaboratif, par exemple. Le manager est plus un facilitateur, il mise sur l'intelligence collective du groupe. C'est idéal pour innover, gérer des projets complexes où personne n'a toute la solution. Mhm. Le style coaching, lui, est vraiment centré sur le développement des compétences de chaque membre de l'équipe. Il y a un accompagnement personnalisé, du feedback régulier. C'est très pertinent pour intégrer un nouveau collaborateur ou pour faire monter en compétence un talent. Et le visionnaire? Ah, le visionnaire. Lui, il inspire. Il donne une direction claire et motivante. Il communique sa passion, mobilise tout le monde vers un objectif commun ambitieux. Très efficace en période de grands changements. Le risque, c'est parfois de négliger un peu le côté opérationnel, les détails du quotidien. D'accord. Et l'affiliatif? L'affiliatif, c'est celui qui met la priorité sur l'harmonie, les bonnes relations dans l'équipe. Il est très à l'écoute, empathique. C'est utile pour apaiser des tensions, pour construire ou reconstruire un esprit d'équipe. Le risque, c'est parfois un manque d'exigence sur les résultats. On voit qu'il y a toute une palette de styles. Oui, et on pourrait même mentionner rapidement quelques modèles théoriques, comme la théorie X et Y de McGregor, ou la grille managériale de Likert, le leadership transactionnel versus transformationnel, mais bon, l'idée clé à retenir, elle est ailleurs, je pense. Oui, l'idée essentielle, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne style de management qui marcherait partout, tout le temps. La vraie compétence, c'est l'adaptation. On parle souvent de management situationnel, c'est ça? C'est exactement ça. Un manager efficace, c'est quelqu'un qui sait ajuster son approche, son style. Et il l'ajuste en fonction de quoi alors? En fonction de plusieurs variables. D'abord, la nature de la tâche. Est-elle simple, complexe, routinière, créative? Est-elle urgente? Ensuite, les caractéristiques de l'équipe, ou même de la personne. Quel est son niveau de compétence, de motivation, d'autonomie? Quelle est sa maturité professionnelle? Et enfin, le contexte plus large,
la culture de l'entreprise, sa stratégie du moment. Donc par exemple, face à une crise imprévue, un style plus directif peut s'imposer temporairement pour reprendre le contrôle. Oui, tout à fait. Pour lancer un nouveau produit très innovant, une approche collaborative, voire visionnaire, sera sans doute plus porteuse. Certainement. Et si on intègre un jeune diplômé, sans expérience, le coaching semble indispensable au début. C'est logique. Utiliser un style qui n'est pas adapté à la situation ou à la personne, c'est prendre le risque de démotiver, de faire baisser la performance, de créer des frustrations, voire des conflits. Donc la clé, c'est la flexibilité. Savoir lire les situations, se connaître soi-même aussi et être capable de varier son style. C'est une compétence managériale essentielle. Absolument. Bon, et maintenant, une question qui sous-tend un peu tout le reste. Comment l'entreprise finance-t-elle toute cette activité? Sa structure, ses équipes, sa production? C'est le sujet de notre quatrième et dernier chapitre. Le financement, on peut dire que c'est le carburant de l'entreprise, non? C'est exactement ça le carburant. Sans financement, impossible d'assurer le fonctionnement au quotidien. Payer les salaires, les fournisseurs, gérer les stocks, c'est la base. Et impossible aussi de soutenir le développement. Investir dans de nouvelles machines, financer la recherche et développement, s'étendre géographiquement. Et on distingue souvent deux grands types de besoins financiers, c'est ça? Le besoin lié au cycle d'exploitation. Oui, le fameux besoin en fonds de roulement, le BFR, c'est l'argent nécessaire pour financer le décalage entre les dépenses, achats, salaires, et les recettes, paiement client. Et l'autre besoin. L'autre grand besoin, ce sont les investissements à plus long terme. Acheter des machines, des locaux, des brevets, des actifs qui vont servir pendant plusieurs années. D'accord. Alors, pour trouver ce carburant, quelles sont les options pour l'entreprise? Alors, il y a plusieurs sources possibles. D'abord, l'entreprise peut puiser dans ses propres ressources. C'est ce qu'on appelle le financement interne. Le principal levier ici, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire utiliser les bénéfices qui n'ont pas été distribués aux actionnaires, ainsi que les sommes mises de côté pour l'amortissement du matériel. Les apports personnels des fondateurs au départ, ça rentre aussi dans cette catégorie. L'avantage énorme du financement interne, c'est qu'on préserve son indépendance. On ne doit rien à personne. Et si ça ne suffit pas? Si ça ne suffit pas, ou pour des besoins plus importants, il faut se tourner vers le financement externe. L'argent vient de l'extérieur de l'entreprise. Et là, on fait une distinction clé entre les fonds propres. C'est-à-dire? Les fonds propres, c'est principalement le capital apporté par les actionnaires, soit à la création de l'entreprise, le capital social initial, soit plus tard lors d'augmentation de capital. Et l'endettement. Là, c'est l'argent qu'on emprunte principalement auprès des banques. D'accord. Fonds propres versus dette. C'est le grand classique. C'est la distinction fondamentale, oui. Le choix entre les deux dépend beaucoup de la situation d'entreprise, de sa structure, de ses perspectives. Explorons un peu ce financement externe. Apporter du capital social, donc des fonds propres, c'est solide pour le bilan, ça renforce la structure financière. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de rembourser cet argent à une date précise. C'est vrai. Par contre, l'inconvénient, ou le prix à payer, c'est qu'en faisant entrer de nouveaux actionnaires, on dilue souvent le pouvoir des anciens. Et il faudra partager les futurs profits sous forme de dividendes. Logique. Et les emprunts bancaires alors? C'est très courant, non? Surtout pour les PME. Ah oui, c'est la source de financement externe la plus courante de loin pour les PME. Quand on contracte un emprunt, il faut négocier plusieurs choses. La durée, court, moyen, long terme, le taux d'intérêt, les garanties que la banque va demander. Et bien sûr, il faut être capable de respecter l'échéancier de remboursement, le fameux tableau d'amortissement. Et pour des besoins plus ponctuels, de trésorerie par exemple, si on a un trou d'air passager? Alors là, il existe des solutions de crédit plus spécifiques, souvent à plus court terme. Le découvert bancaire autorisé, c'est le plus connu. C'est souple, mais ça coûte cher en général. Oui, les agios. Voilà. Il y a aussi la facturage, ou factoring. L'entreprise cède ses factures clients à une société spécialisée qui lui verse l'argent tout de suite, moins une commission. Ça permet d'avoir du cash rapidement. Pour les activités saisonnières, il y a aussi le crédit de campagne. D'accord. Et puis on entend de plus en plus parler de financement alternatif, non? Tout à fait, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Le financement participatif, le crowdfunding en est un bon exemple. Ça peut prendre différentes formes, des dons, des prêts entre particuliers, ou même une prise de participation au capital, equity crowdfunding. Des plateformes comme KissKissBankBank ou Ulule sont bien connues. Et les business angels? Les business angels sont des investisseurs privés, souvent d'anciens entrepreneurs, qui mettent de l'argent dans de jeunes entreprises prometteuses, mais qui apportent aussi leur expérience, leur réseau,
C'est plus que de l'argent. Et puis, pour les projets à très forte croissance, notamment dans la tech, il y a le Capital Risk Venture Capital, VC. Ce sont des fonds spécialisés qui investissent des montants importants en prenant un risque élevé, mais en espérant un retour sur investissement conséquent. L'histoire de Blablacar, par exemple, avec ses levées de fonds successives, illustre bien ce mécanisme, je crois. Oui, c'est un exemple emblématique de l'importance du capital risque pour le développement de certaines entreprises innovantes. Gérer tout ça, toutes ces sources possibles, ça demande une vision stratégique, j'imagine. Ce n'est pas juste prendre de l'argent quand on en a besoin. Absolument pas. Ça demande de l'anticipation et des outils. Le plan de financement est essentiel. C'est un document prévisionnel qui liste les besoins financiers, investissements, BFR, et les ressources prévues pour y faire face, sur plusieurs années. Ça permet d'anticiper, de voir venir. Et au quotidien? Au quotidien, ou plutôt mois par mois, l'outil clé, c'est le budget de trésorerie. On prévoit toutes les entrées et sorties d'argent pour s'assurer qu'on ne sera jamais à court, ou pour identifier les périodes de tension et chercher des solutions à l'avance. Gérer les flux? Gérer les flux, exactement. Et puis, il y a la gestion des risques financiers. Ça passe par plusieurs choses. Essayer de diversifier ses sources de financement pour ne pas dépendre d'une seule banque, par exemple. Si on travaille à l'international, se couvrir contre le risque de change. Négocier au mieux les conditions de crédit. Et surtout, veiller à ne pas s'endetter de manière excessive. Le surendettement, c'est un risque majeur. Et est-ce que la manière de se financer change au cours de la vie de l'entreprise? Ah oui, fondamentalement, la structure de financement doit évoluer avec le cycle de vie de l'entreprise. Au démarrage, on compte beaucoup sur les fonds propres des fondateurs, les aides à la création, peut-être un premier petit emprunt. En phase de croissance, on cherche souvent un équilibre entre l'autofinancement généré par l'activité et de nouvelles dettes pour financer les investissements nécessaires. Quand l'entreprise atteint sa maturité, l'objectif est plutôt d'optimiser le coût de ses ressources financières. Et quand il faut se renouveler, innover pour rester dans la course, il faut trouver des financements spécifiques pour ces projets souvent plus risqués. Et le risque inverse, c'est le sous-financement, ne pas avoir assez d'argent. C'est un mal très fréquent, surtout chez les PME. Le sous-financement peut vraiment brider le potentiel de croissance d'une entreprise, l'empêcher de saisir des opportunités. C'est très dommageable. Il y a aussi des cas particuliers, non? Je pense à l'économie sociale et solidaire ou au financement public. Oui, tout à fait. Les entreprises de l'ESS, comme les coopératives, SCOP, SIC ou les associations, ont souvent une gouvernance différente et peuvent avoir accès à des outils financiers spécifiques, titres participatifs, etc. Le financement public joue aussi un rôle important. Ça peut être des subventions directes, des prêts à taux bonifiés, des garanties sur les emprunts. BPI France, par exemple, est un acteur majeur en France pour soutenir les entreprises, notamment pour l'innovation. Justement, l'innovation, comment ça se finance? Il y a des dispositifs spécifiques, comme le Crédit Impôt Recherche, CIR, le statut de jeune entreprise innovante, GI, et puis toutes les aides de BPI France que j'ai mentionnées. Mais pour l'innovation de rupture, on revient souvent aux business angels et au capital risque dont on parlait tout à l'heure. Une règle importante qu'on entend souvent, c'est de faire correspondre la durée du financement à la durée du besoin. C'est quoi exactement? C'est une règle d'or, oui. Très simple, mais essentielle. En gros, il faut financer les investissements à long terme, machines, bâtiments, et le besoin en fonds de roulement structurel avec des ressources longues, fonds propres, dettes à long terme. Et à l'inverse, les besoins de trésorerie ponctuels, saisonniers, doivent être financés par des ressources courtes, découverts, crédits de campagne, à facturage. Pourquoi c'est si important? Parce que si on finance un investissement long avec un crédit court, on risque de se retrouver étranglé au moment de rembourser, alors que l'investissement n'a pas encore généré assez de revenus. Et inversement, utiliser des ressources longues et chères pour des besoins courts, c'est du gaspillage. C'est une question d'équilibre et de sécurité financière. Et le contexte économique actuel, il influence tout ça, j'imagine. Les crises, les taux qui montent. Bien sûr. Les crises économiques peuvent rendre l'accès au crédit plus difficile, les banques deviennent plus frileuses. Mais elles peuvent aussi déclencher des mesures de soutien public exceptionnelles, comme on l'a vu avec les prêts garantis par l'État PGE pendant la crise Covid. On voit aussi l'essor des financements alternatifs, qui peuvent prendre le relais quand les banques sont plus réticentes. Et puis, il y a une tendance de fond, la montée en puissance de la finance responsable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les investisseurs et même les banques regardent de plus en plus les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, avant de financer une entreprise. On parle d'investissement socialement responsable, ISR, de finance solidaire pour les projets à fort impact social ou environnemental. Ce n'est plus anecdotique. D'accord. Donc, pour conclure sur ce chapitre financement,
Quelles seraient les clés d'un financement réussi? Je dirais qu'il y en a plusieurs. D'abord, bien connaître et bien évaluer ses besoins réels à court et long terme. Ensuite, essayer de diversifier ses sources de financement pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Anticiper, toujours anticiper, grâce aux outils prévisionnels comme le plan de financement et le budget de trésorerie. Construire une relation de confiance avec ses partenaires financiers, banquiers, investisseurs. Et enfin, suivre de près sa structure financière, ses ratios clés pour pouvoir réagir et ajuster si nécessaire. Parfait, merci. Nous voici arrivés au terme de notre parcours à travers ces 4 chapitres clés du thème 3. On a vu comment l'économie ambiante et les choix de production interagissent fortement. On a souligné l'importance vraiment structurante du choix de la forme juridique. On a exploré la palette des styles de management et la nécessité de l'agilité et de l'adaptation. Et enfin, on a abordé la gestion stratégique du financement, ce nerf de la guerre. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de proposer une relecture dynamique et synthétique de ces concepts pour aider à consolider les acquis, en particulier, on le rappelle, pour les étudiants de formations en ligne qui préparent leurs évaluations. Tout à fait. Et s'il y a un message clé à retenir, c'est peut-être celui de l'interconnexion et du dynamisme de tous ces éléments. L'organisation d'une entreprise, ce n'est jamais quelque chose de figé, gravé dans le marbre. Elle doit constamment s'adapter à son environnement, à ses projets, et comprendre comment ces différents aspects économie, juridique, management, financement fonctionnent ensemble, s'influencent mutuellement. C'est absolument essentiel pour pouvoir analyser correctement n'importe quelle situation d'entreprise. Ce qui est précisément l'objectif des études de cas en CGIM d'ailleurs. C'est une excellente conclusion. Pour prolonger la réflexion, une suggestion pourrait être d'observer les entreprises qu'on côtoie au quotidien à travers ces 4 prismes. Quelle structure juridique ont-ils choisi? Quel style de management semble y régner? Comment financent-elles leur croissance ou leur activité? C'est un bon exercice. Et bien sûr, pour aller plus loin dans chaque sujet, les supports de cours détaillés de formations online sont là pour approfondir chaque point. Peut-être une dernière question pour ouvrir la perspective. À l'heure où on parle tant d'intelligence artificielle, de transitions écologiques majeures, de nouvelles formes de travail, est-ce que ces piliers assez traditionnels de l'organisation d'entreprise, qu'on vient de décrire, la structure juridique, le management, le financement, ne sont-ils pas en train d'être profondément remis en question, voire complètement réinventés? C'est une question ouverte. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci.